Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture. D'analphabète. Tu nous as pris pour des roumains, toi, espèce de pute. Check it out. Now, hip-hop and the history of hip-hop. Bonsoir et bienvenue à tous sur Radio Campus. Nous sommes fiers de vous présenter Hashtag, votre nouvelle émission consacrée au rap français, mais pas que. Elle vous sera présentée par moi-même Léo, qui co-animerait cette heure d'émission avec mon poteau Wyatt sur ma droite. Bonsoir à tous et bienvenue sur Hashtag. Le concept est très simple. À chaque émission, nous allons sélectionner un mot, un hashtag qui fera l'objet d'un débat autour duquel nos invités sont conviés à discuter à travers le prisme de leurs arts respectifs. Pour cette première émission, nous allons nous intéresser à la notion de territoire en compagnie de nos invités, Swiftgad, Johan Zarka ainsi que Taf de l'Armature. Messieurs, si vous commenciez par vous présenter. Bonsoir, alors Swiftgad, rappeur montreuillois, c'est mon territoire. Et voilà, depuis longtemps. Et donc là j'ai sorti un album il n'y a pas longtemps avec un beatmaker qui s'appelle Manidez. L'album s'appelle Masterpiece. Et voilà, et là j'en prépare encore un nouveau pour bientôt. On aura l'occasion d'écouter un extrait tout de suite. Johan Zarka, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, alors Johan Zarka, aka le mec de l'underground, aka Zarka. Donc moi je suis romancier, mon 5e roman paraît en octobre prochain, il s'appelle Panama Underground. Et je viens aussi de monter les éditions Goutte d'Or. Très bien, et Taf pour notre dernier invité, Taf de l'Armature. Taf de l'Armature, donc MC parisien, enfin noiséen exactement, Noisy-le-Grand. Je fais du son et je tiens la page Visite Sauvage sur Facebook, on en parlera je pense de l'exploration urbaine. On en parlera tout de suite dans l'émission. Alors on va s'écouter tout de suite un son issu du projet Masterpiece de Swiftgad, coproduit par Manidez qui s'est occupé de toutes les productions du titre. On se retrouve juste après pour échanger autour de la notion de territoire avec le narvalo le plus célèbre de France. Le rap est mort, d'ailleurs mon deuil rembarge. Fil débranché sur le compteur en bas. Je tourne en rond comme un rongeur en cage. Azrock nous chante et le Montreuil l'engage. Montreuil sous bois, ça a changé, maintenant ça devient pisse. Mais qu'est-ce qu'on était chaud dans les années 90. Tu n'as jamais ton petit cul d'ici. Sabed avait du Mitsubishi. Je vais revenir en arrière mais j'ai pas de rétroviseur. On déboulait à 100 si tu tapais nos petites sœurs. C'était grande baston, pas petite battle. Époque Van Basten, Chris Waddle. La terre devient brûlante, le ciel est enneigé. Les parties de foot sur le terrain vague, citer des grands péchés. Un poteau qui vendait de la bœuf au petit keuf. La Peugeot 205 ou bien la Renault 19. Ça parlait de crime et de ce qui nous pousse à la faute. Le paquet de 10 avec la coupe à la brosse. L'histoire d'une paire de pâtés wing qui se vend sur toute la planète. Et d'une génération qui court à sa perte. J'achetais des boules coco à 4 centimes. Je mangeais ma langue de bœuf à la cantine. Se battre jusqu'à la mort ou quitter la vie. La chatata daronne sous trithérapie. Posé en bas d'une tour à faire nos dealers. Le temps d'avoir une touche avec nos beepers. J'avais des boutons d'acné, je foutais les bouffons par terre. Je suis officiel depuis la doudoune Scott et blouson starter. C'est pas ce qu'on a mené, v'là la vie de malade. Le pot de pêche de chez Damani Dada. C'était Witabix et Maïzena. C'était Maïté, pas Maïtena. Le rap est mort, d'ailleurs mon deuil rembarge. Fil débranché sur le compteur en bas. Je tourne en rond comme ce rongeur en cage. Azrock nous chante et le Montreuil l'engage. Le rap est mort, d'ailleurs mon deuil rembarge. Fil débranché sur le compteur en bas. Je tourne en rond comme ce rongeur en cage. Azrock nous chante et le Montreuil l'engage. De retour pour parler du hashtag territoire aujourd'hui avec Swiftgad, le rappeur de Montreuil. Swiftgad, tout va bien ? Ça va toujours. Très bien, alors tu es originaire de Montreuil, Montreuil-sous-Bois, une ville à très forte identité sociologique. On parle souvent de Montreuil-la-Rouge, Montreuil-l'Ouvrière, le Petit Mali, la communauté gitane, les mecs de cité bien sûr, et plus récemment les bobos du Bas-Montreuil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce patchwork socio-culturel ? Bah moi je pense que je suis un mélange un peu de tout ça, de tout ce que tu viens de dire. Avec un peu de bobo, avec un peu de malien, avec un peu de gitan. Mais en fait ouais c'est ça Montreuil, je pense que c'est un truc où tout le monde est un peu arrivé là en transition. Et puis tout le monde s'est dit oh bah au final c'est pas mal, je crois que je vais rester.
y compris les gitans qui étaient, on appelait ça, enfin du moins les gitans de Montreuil, la communauté du voyage, quand ils arrivent à Montreuil, ils voyagent plus. Tu vois, ils se trouvent un petit terrain. C'est bien sédentaire. Ouais, voilà, les gens se sédentarisent à Montreuil, et puis c'est vrai qu'on y est plutôt bien, on est à côté de Paris, on est vachement bien desservi par les transports, il y a quand même une ambiance qui fait, ça vient peut-être de ce que tu as dit, le côté communiste, le côté éducation populaire, où c'est vrai qu'à l'époque ça se serrait vraiment les coudes. Donc c'est vrai que tout ce qui est éducation populaire, on fait partie des premières villes à avoir lutté pour le port sans port à la cantine, des choses comme ça, la gratuité aussi des centres de loisirs, des choses, on s'est quand même battu pour plein de choses. Et tout ça, c'est des débats que tu portes vraiment dans ton cœur, qui t'intéressent vraiment et qui te stimulent. Ouais, mais souvent on a tendance à voir que les gens qui ont créé un peu ça aujourd'hui, ils se disent moi j'étais là, j'ai tout fait, donc ils en font plus des masses. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que les politiques, notamment à Montreuil, changent énormément pour les jeunes, pour l'accès à la culture. Alors il y a un accès à la culture à Montreuil, mais ce qui est vraiment plus destiné aux bobos. Ouais, évidemment, parce qu'ils sont gros consommateurs aussi, et puis ils sont aussi, ils proposent aussi des choses. Donc il y a des quartiers qui se dynamisent à Montreuil, mais pas forcément les quartiers les plus décentrés, quoi. Enfin, c'est les quartiers décentrés qui payent, quoi. Il n'y a pas forcément de carnaval au Montreuil, des choses comme ça. Mais bon, moi j'aime bien ma ville et j'y reste. Et du coup, c'est vraiment un laboratoire du vivre ensemble en fait, ce Montreuil, où il y a une telle mixité. Est-ce que tu trouves, d'après ce que tu dis, c'est un laboratoire qui finalement fonctionne bien, toute cette mixité, toutes ces identités en fait, elles s'enrichissent les unes les autres? Ouais, mais avant j'avais tendance à voir que cette mixité, enfin les gens vivaient un peu ensemble, quoi. Au sein même d'un quartier ou d'une cité HLM, t'avais de toutes les communautés, de toutes les origines sociales. Mais tandis que maintenant, ça se ghettoise un petit peu. On va dire que t'as les bobos dans le bas Montreuil, t'as les jeunes cadres dynamiques dans le centre-ville, t'as les quartiers populaires plus dans le haut Montreuil. Ouais, d'accord. Ça se sectorise de plus en plus, mais c'est quand même une ville où les gens ils ont quand même envie, en fait, tu vois, de faire des choses ensemble. Ouais. Donc il y a quand même beaucoup de propositions. Il y a une dynamique, il y a de la force de proposition quand même, quoi. Voilà. Ouais. Après, tu sais, c'est aussi, nous, on est vraiment tributaires de tout ce qui est les subventions, les choses comme ça. La mairie, elle a beau vouloir faire des choses, c'est toujours une question d'argent à la fin. Et voilà, Montreuil, c'est aussi une des villes les plus endettées de France. Donc voilà. Ah, c'est bien de le savoir. Bah voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais sans les sous, quoi. Comment ton rap s'est construit, toi, dans cette mixité? Parce que c'est vrai que tes albums et tes sons sont très très imprégnés de l'identité montreuilloise. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta démarche créative, de ton inspiration et de l'importance de ce territoire dans ton rap? Bah déjà, musicalement parlant, Montreuil, c'est une ville qui a un gros héritage. Il y a toujours eu beaucoup de musiciens, beaucoup de choses qui se sont fait au niveau de la musique à Montreuil, et donc forcément, mais après moi quand j'étais jeune, c'était une ville qui était très reggae raga. D'accord. Tu vois, l'influence montreuilloise, c'était quand même très reggae raga, faut dire ce qui est. Qu'on retrouve peu dans ta musique finalement. Qu'on retrouve peu, mais vers laquelle je reviens petit à petit. Et puis après, au niveau aussi de l'écriture, il y a aussi le langage de Montreuil qui est particulier. Et on va en parler juste à l'instant avec Léo. Bah ouais, exactement, parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, moi j'en suis le premier bénéficiaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont familiarisés avec l'argot, surtout gitan, en t'écoutant toutes les fins de phrases en Ave, les narvalos dont est le porte-étendard le plus important de France. Est-ce que tu te revendiques est-ce que tu te revendiques en fait tout simplement de cette culture gitane? Bah en fait c'est pas vraiment que du gitan, c'est vraiment un gros mélange d'argot, c'est un mélange de tout, ouais. De verlan, de gitan, mais ouais voilà, donc c'est vraiment un gros mélange. C'est presque un argot gitanisé, quoi. Ouais voilà, nous on se les réapproprie, après on dit même plus gitan chez nous, on dit qu'on est des rabouins. Ouais, d'accord. En parlant d'argot justement, on a aujourd'hui Zarka, écrivain, auteur, notamment dans un courant qui s'appelle la littérature vandale dont on va parler juste après, et qui utilise énormément d'argot, notamment l'argot rabouin. Est-ce que toi, Johan, tu peux nous expliquer comment tu t'es familiarisé un petit peu avec ces façons de parler? Non, mais après, cette façon d'écrire, c'est calqué sur un parler de toute façon, quoi. Et après aussi, ça dépend qui est en face de toi, parce qu'on me demande souvent, mais toi, tu parles comme t'écris? Bah, ça dépend qui j'ai en face de moi. C'est-à-dire si t'arrives, j'en sais rien, en Corse ou un vernissage dans le 16e. Non, mais voilà, exactement, tu t'adaptes en permanence à qui t'es en face. Donc là, effectivement, c'est poussé à fond dans le
street avec comme disait Swift, de l'argot rabouin, du gitan, du rebeu, même du wolof, mago, et même des fois de l'argot ancien, parce qu'on a l'impression que le gitan, là, les mots moucave et tout, que c'est tout récent, mais c'est des trucs, nos grands-pères ils en parlaient quoi. Il y a plein de mots, du louchébem, ils appelaient ça Louchébem aussi, avant, il y a plein de mots qui viennent de là. Et puis Narvalo par exemple, nous on l'a un peu démocratisé, parce qu'on s'appelle un peu tous Narvalo, mais moi au début dans le sud, je me souviens que fallait pas dire Narvalo à n'importe qui, parce que c'était une insulte, les gens ils aimaient pas ça, tu vois. Maintenant c'est c'est un simple d'esprit, les gens n'aimaient pas ça quoi. Maintenant Narvalo ça passe, ça veut dire t'es un fou, t'es mon pote, t'es un gueudin, ça passe. Ça s'est démocratisé à fond. Mais alors Swift, du coup toi tu fais également beaucoup de références à la culture ouvrière, aux banlieues rouges, au communisme. C'est quelque chose toujours présent dans l'identité montreuilloise. Tu retrouves toujours encore ça existe? Ah ouais carrément. En tout cas tous les gens qui habitent à Montreuil depuis un certain nombre d'années ils revendiquent toujours ça. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants, parce que Montreuil c'est une ville où le prix du mètre carré s'est envolé, donc les gens qui n'avaient plus les moyens ils sont partis, et puis il y a des nouveaux arrivants qui sont arrivés avec une autre mentalité. Mais tous les gens qui sont là à Montreuil, notamment ceux qui travaillent dans les services enfance, services culturels et qui sont attachés à ça, eux, ils continuent à prêcher ce côté éducation populaire qui nous a été apporté par les cocos. Quand tu rencontres des rappeurs qui viennent de banlieues un peu plus lointaines, je pense comme ça à Sarcelles ou des banlieues comme ça, est-ce que tu sens une différence de mentalité entre vous qui êtes juste à côté du périph' avec ces quartiers ouvriers etc. et de l'autre côté des cités dortoirs qui sont beaucoup plus excentrées? Ouais je la vois la mentalité. À l'époque on était le 9-3, on était en chien, mais maintenant quand je parle avec les gens de Cergy tout ça, je me dis qu'on n'est pas si en chien que ça. On n'est pas à plaindre, et si tu regardes bien toutes les villes du 93 qui sont périphériques de Paris, qui touchent Paris, elles ont toutes changé, tu vois. Je parle de Pantin, je parle de Saint-Denis, bientôt Aubervilliers-la-Courneuve, c'est quand même des quartiers où ça a tendance à aller de mieux en mieux. C'est pas encore la joie, mais on a quand même tendance à voir que tout ce qui touche Paris, c'est un peu le grand Paris comme on appelle ça. Donc il y a une volonté peut-être de donner un autre visage de la banlieue parisienne. Mais c'est vrai que dès que tu t'éloignes, dès que tu vas plus loin, même dans le 93, Clichy, Sevran, Livry-Gargan, enfin tu vois que il y a encore beaucoup de travail à faire, énormément même. Évidemment. Alors moi j'ai une vraie question qui me tient à cœur. T'en as déjà parlé un petit peu sur les bobos, sur la gentrification, tout ça. Il paraît que tout Paris habite dans le bas Montreuil maintenant. T'as esquissé une réponse à cette question un petit peu avant, mais j'aimerais bien développer ça. Les bobos en fait qui viennent gentrifier un peu tout ce quartier, comme on a été victime plus ou pas Pantin, forcément victime. Pantin, le 18e de plus en plus, des quartiers comme le quartier latin maintenant qui sont plus du tout populaires. Est-ce que tu vois ça plus comme un apport, comme un bénéfice ou comme un envahissement? Au début, je le voyais comme un apport. Ouais. Parce qu'à la base, s'ils sont venus à Montreuil, c'est parce qu'il n'y avait plus de place à Paris ou qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller dans le quartier où ils voulaient. Ouais, bien sûr. Donc ils se sont retrouvés là, ils ont racheté des lofts, des ateliers, des machins. Donc c'est pas une légende, les lofts de Montreuil. Moi, au début, je me suis dit naïvement que ça allait en faire profiter les Montreuillois. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'à part 1 ou 2 jours de portes ouvertes dans l'année, ça fait profiter personne. À Montreuil, ça doit être la ville en France où il y a le plus de studios. Ouais, c'est ça. Je connais pas beaucoup de Montreuillois qui enregistrent dans ces studios-là. Et au niveau associatif, est-ce que ça bouge un petit peu? Par contre, c'est vrai, là, c'est la ville en France où il y a le plus d'assauts. Donc heureusement que derrière, t'as les assos qui rattrapent un peu le truc. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un travail en commun avec les assos et les services municipaux, type enfance, jeunesse, qui fait qu'il y a beaucoup du coup d'intervenants. Il y a plus d'intervenants qu'avant. Les gamins, ils ont accès à des intervenants de danse. Enfin, c'est vrai que du coup, les bobos, ils sont arrivés avec tout leur éventail de trucs, tu vois, avec leur poterie, leur broderie sur légumes. Des fois, c'est des disciplines, tu sais même pas que ça existe, tu vois. Mais du coup, ils ont ramené un peu cette richesse-là, tu vois. Du coup, les gamins, ils voient autre chose, tu vois. Bien sûr. Voilà. Et du coup, c'est dire que il y a un potentiel de catalyser vraiment une scène artistique à Montreuil qui est finalement un petit peu gâchée parce qu'il reste cloisonné et il faut pas tant partager que ça. Après, il n'y a pas non plus tant d'infrastructures que ça à Montreuil en termes de salles de concert. Bon, moi, je vais faire un big up à Philippe Cadio de la Pêche. Il travaille à bout de bras, mais malheureusement, c'est une toute petite salle. Pour tout ce qui est musical, il n'y a pas vraiment de grosses scènes, il n'y a pas vraiment des masses de studios qui sont disponibles pour les jeunes. Enfin, je parle de studios municipaux comme la Pêche et tout. Il n'y a pas des masses d'infrastructures pour les jeunes à Montreuil. Ouais, bien sûr. Et justement, s'il n'y a pas des masses d'infrastructures, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de lieux abandonnés. Et je vais plus maintenant. Je vais en profiter pour inviter Taf, qui, je le rappelle, est un des fers de lance de l'exploration urbaine en région parisienne. Est-ce que toi, tu connais des lieux sympas sur Montreuil, des usines abandonnées, des choses à visiter? Non, j'ai pas fait Montreuil. C'est trop près de Paris et je pense qu'il y a tellement de monde. Il n'y a plus rien, tout a été reconstruit par des sociétés qui ont reconstruit des bâtiments. Je pense que tout est vite rasé et ce qui reste, à mon avis, ça doit être déjà pas
mal exploité du coup par des graffeurs, par des mecs qui se posent, par des squatteurs, par plein de trucs en fait. Très bien. Je recherche plus des endroits plus discrets, peut-être. Peut-être en meilleur état, enfin des... moins rodés. Vierge de toute souillure. C'est ça. Alors dernière petite question pour Monsieur Swift Gad de Montreuil. À travers ta musique, on peut lire et apprendre l'histoire de Montreuil. Et je voulais savoir comment tu voyais l'avenir de ta ville. Bah écoute, je le vois plutôt pas mal, hein. Moi je pense que ça va quand même de mieux en mieux. Après malheureusement, tu sais, Montreuil, pourquoi ça a été comme ça, c'est qu'on a eu le même maire pendant 35 ans. Tu vois, ce genre de dictateur qui veut pas lâcher sa place. Mais c'est vrai que du coup, il a travaillé dans la continue pendant 35 ans. Et maintenant, on change de maire tous les 5 ans. Et à chaque fois, Montreuil, ils s'en servent comme un peu d'une vitrine médiatique. Comme ça a pu être le cas avec Dominique Voynet avant. Maintenant, c'en est un autre. Et donc tous les 5 ans, maintenant, on change de maire. Et à chaque fois, le travail est à refaire. Et voilà, donc c'est un peu... Voilà, je sais pas, politiquement, en termes de droits sociaux, je le vois pas forcément bien, l'avenir, mais dans la tête des Montreuillois, je pense que le Montreuillois ne se laisse pas faire, et pour lui, ça ira de mieux en mieux. Dernière question, est-ce que tu vis toujours là-bas ? Je vis toujours là-bas, rue de Lagny. Très bien. On viendra dire bonjour. On remercie Swiftgad pour son intervention. Merci. Et on va tout de suite s'intéresser à Zarka, auteur à succès et créateur de la maison dont les éditions Goutte d'Or, qui va tout de suite nous faire une courte lecture de son prochain bouquin qui s'appelle Paname Underground. Voilà, c'est un chapitre qui s'appelle Porte d'Aubervilliers, le hangar des Rabouins. Mardi, je déboule dans la zone industrielle de la Porte d'Aubert un peu avant 22h. À l'ancienne, c'était le Bronx ici, entre les gueuches du boulevard McDonald et les tartineuses postichées sous les abribus du boulevard Ney, l'ambiance ghetto, les rues crades et les gars de la cité Lénine qui traînaient autour de la station Total et du squat Claude Bernard pour dépouiller des bouffons et bicrave leur somme au goût de pneus frelatés. Aujourd'hui, même si le secteur s'est légèrement apaisé depuis l'arrivée des Chinois, il figure parmi les spots bouillants de la capitale. Je jette un œil à l'arrêt de bus de cette rue dont je tairai le blaze. Une rue grise, bétonnée et gorgée de bureaux, d'entrepôts et de quelques immeubles en rénovation où des marchands de sommeil louaient anciennement des pioles péraves à des enfants de la Zermie. Bon bah écoute, ça donne le ton en tout cas. Ça donne le ton. Merci beaucoup Joanne pour cette lecture. Alors, donc comme on l'a dit, toi t'es l'instigateur du mouvement littéraire Vandale en France. En tout cas, une de ces figures de proue. D'ailleurs, je suis auto-proclamé parce que je crois pas qu'il y en ait bon, d'autres. Bah voilà. Qui ça, bah écoute, ça fonctionne. Hein. Tu restes instigateur. Si des vocations. Non, il y en a quelques. Non, pour de vrai, il y en a eu quelques-uns qui ont sorti ce truc-là, mais voilà, c'est pas. On n'est pas 500 sur le mouvement Vandale. Non, clairement pas encore. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que c'est exactement ? Moi, c'était utiliser, comme les mecs qui font du graphe, ils font du graphe Vandale. Bah moi, c'était utiliser la littérature pour en faire du Vandale. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? C'était, de les faire imprimer en masse et de les vendre sous le manteau, ça c'est le truc, ou de détourner des photocopieuses pour faire des fanzines. Mais alors, quand je dis détourner, c'est pas vite fait. C'est-à-dire, on a fait presque 10 000 fanzines comme ça. Ah oui, d'accord. Mais de ouf, à demander à des potes dans leur bureau, dans les locaux, de balancer plein de trucs comme ça. Ça peut être littérature Vandale, ça peut être caler du shit entre 2 pages d'un roman. Enfin, il y a 40 000 façons d'imaginer le truc. Et il y a aussi tortiller un petit peu les lettres, comme je le fais avec le Verlan, le Manouche, enfin des trucs comme ça quoi. Hashtag territoire, yes. Zarka. Dans tes bouquins, les rapports aux lieux sont très forts. Ouais. Donc dans un premier, c'est le Bois de Boulogne. Ouais. Ensuite, on explore un petit peu les bas-fonds de Bangkok et on sera dans le Paris Underground en octobre avec ton prochain Exactement. bouquin. Johan Zarka, écrivain, journaliste ou explorateur ? Directement je dirais écrivain, mais c'est pas écrivain, c'est romancier ou auteur. Enfin, écrivain pour moi c'est quelqu'un qui a encore une place dans le patrimoine, qui est bon. Écrivain, moi je me dis pas comme écrivain, mais le plus proche ça serait celui-là quoi, romancier en tout cas. Et explorateur, non ? Inventeur d'histoire, explorateur. Parce que tu commences quand même par vivre tes histoires pour les raconter. Ouais, mais j'y vais pas pour les explorer en fait. Si tu veux, je les vis et moi, ce qui m'anime, c'est quand même de raconter des stories quoi. C'est ça qui m'anime plus que j'y vais pas dans des endroits en mode safari. Je les découvre où j'y vis et après je raconte un petit peu ça, je mets ça un peu en texte quoi. Taf. Toi, est-ce que tu te retrouves dans cette démarche un petit peu vandale, un petit peu street de Zarka ? Ta démarche dans l'exploration urbaine, en fait, est-ce qu'elle est liée aussi un petit peu à cette volonté d'aller dans les territoires inconnus et puis en déceler leur meilleur ? Ouais, forcément. C'est ou leur pire. C'est la même chose. C'est déjà l'aspect découverte des lieux et on est tout le temps dans l'illégalité. En fait, plus tu cherches des endroits que personne n'a fait et plus tu es dans l'illégalité. D'accord. Donc forcément, la démarche vandale, elle est là.
Ouais, complètement. Et puis ce rapport au risque, c'est quelque chose qui te stimule également, j'imagine. Ouais. J'essaie de pas y penser. J'ai une question justement, t'as pas un rapport avec l'adrénaline justement quand tu vas, je sais pas, quand tu vas explorer des zones, ça t'anime pas du tout le fait qu'il y ait une petite pression peut-être de en fait, franchir. c'est surtout les entrées et les sorties. Ouais. Enfin surtout l'entrée en fait, parce que la sortie à la limite tu t'en fous. Mais ça pour toi c'est une barrière ou une motivation? Non, c'est une motivation, ouais, totalement. Okay. Mais en fait il y a des étapes, et l'étape de l'entrée, tu sais quand t'arrives devant le truc et que tu vois que c'est abandonné ou que c'est fermé ou plus ou moins abandonné, tu sais pas trop. Les vigiles, les chiens, tout ça. Voilà. Bah ça après c'est autre chose. Alors comme on est dans une émission rap, Johan, toi tu fais quand même quelques références à la culture hip-hop dans tes bouquins. En tout cas tes personnages sont souvent issus de cette culture. Est-ce que toi tu t'en revendiques? Non, en fait oui, mais en partie. C'est un peu comme disait Swift tout à l'heure, moi je suis plein de choses. C'est-à-dire moi déjà dans mes textes il y a du hip-hop, mais je suis pas, mais il y a du punk aussi, il y a du du bobo, du populo, il y a plein, c'est un mélange c'est une salade composée quoi. Et donc non, je me limite pas au hip-hop, mais le hip-hop est une de mes identités parmi tant d'autres quoi. Est-ce que tu aurais quelques références à nous lâcher, notamment en rap français? En rap français, Despo avant qu'il parte en sucette, lui c'était vraiment c'est un gros littéroman ça. Non mais voilà, lui c'est un mec que j'écoutais pas mal et tout. Je trouvais que c'était un mec intéressant dans le rap. Ok. Ouais. Et puis dans ton bouquin Le Boss de Boulogne, quand même, le héros il hérite son nom de Booba quand même. C'est sur le détour d'une discussion. Tu sais même pas si bien dire, c'est que à la base le livre s'appelait Le Duc. Ah oui d'accord. Donc là c'était carrément du copier. Mais par contre vous qui avez lu le livre, vous verrez qu'il y a strictement aucun rapport avec rien. 0. Aucun rapport, mais n'empêche que le nom c'était tout le monde l'appelait le Duc comme The Dude, tu vois, comme les Boski. Mais donc j'avoue que le blaze il est ressemblant, sauf que la story n'a aucun rapport quoi. C'était bien trouvé, on avait le Duc. Sans faire de teasing, puisqu'on invite tous les auditeurs à lire le Boss de Boulogne, mais est-ce que tu peux nous pitcher rapidement l'histoire, puisqu'elle est quand même très intéressante? En fait c'est une équipe de dealers qui viennent s'installer au bois de Boubou parce qu'ils voient que la toxicomanie ça tourne grave chez les travailleurs du sexe, mais même tous les man qui sont autour, et puis même ils se mettent à mettre du trafic d'hormones parce qu'il y a beaucoup de travelots là-bas, enfin bref, et il va y avoir des trafs qui vont se faire déchiqueter à ce moment-là, et t'as le boss de Boulogne qui tient l'équipe, et donc quand t'as quelqu'un qui se fait déchiqueter dans le bois de Boulogne, c'est quadrillé, il y a plus rien qui se passe, il y a les keufs partout et tout, et donc ça lui nique son business, et il se dit c'est quoi ce bordel, qui c'est qui assassine les travelots dans le bois de Boubou, voilà. Et on découvre vraiment à travers ton bouquin donc la sociologie et la territorialité du bois de Boulogne, puisqu'en fait chaque zone est dédiée à tel business, à telle population. Exactement. On en apprend beaucoup, et ça c'est une démarche que toi tu as faite. Mais c'est pas une démarche, c'est-à-dire je connais le spot parce que j'allais cueillir des champignons. On parle vraiment de champignons hein. Mais je suis pas allé, en fait j'ai pas du tout une démarche journalistique, c'est-à-dire je dis pas tiens je vais découvrir un endroit comme ça, je parlerai, je connais le spot, et après j'en fais une histoire. Sinon en vrai tu le connais comment le spot? Comment le bois? Comme tous les banlieusards qui allaient à l'ancienne au bois de Boubou pour voir des. Non, c'était l'attraction de la lâchère, on allait au tapin et tout, tu vois. Et puis après il y a une fascination qui s'est créée sur le. Non, vraiment, il y a une fascination qui s'est créée sur le lieu. Moi, ça fait très longtemps que j'écris. Enfin, j'ai écrit depuis que je suis gamin, tu vois. Tu t'es servi que de ton expérience personnelle pour. Non, attends. Moi, c'est-à-dire, il y avait un univers. Dans le bois de Vincennes. Moi, c'est plus près. Non, c'est-à-dire qu'il y avait un univers que je connaissais très bien, et j'en ai fait une histoire de fiction à travers ces univers-là. Mais ce qui en est ressorti, c'est que je décomposais vraiment le bois. En fait, tout le monde, il y a eu une très bonne promo pour ce bouquin, mais tout le monde personne n'en avait rien à taper de l'histoire en soi. Ce qui les intéressait, c'est putain, tu nous donnes une vision du bois de Boubou qu'on n'aurait jamais connu quoi. Qui est spectaculaire. Moi, j'ai vraiment découvert tout ça. Parce moi, je connaissais la Reine Marguerite, la grande roue quoi. Tiens, et comment tu connaissais ça? Je suis de Boulogne. Non, mais en fait, si tu veux, c'est vrai qu'on montre ça à chaque fois, tu sais, dans des documentaires racoleurs et tout. Moi, je te montrais qu'il y avait vraiment un rapport, que c'était une géographie précise. Il y avait le coin des pickpockets, le coin des latinos, les coins des antillais, des traves, des transsexuels, des gigolos autour de Port-Dauphine, des exhibitionnistes, la rue des branleurs. Enfin, qu'il y avait vraiment une cartographie hyper précise, et c'est ça que je raconte dans le bouquin. Et les épiceries ambulantes par la communauté chinoise. Exactement, t'as des
mecs, t'as des Chinois qui sont toutes les nuits au bois de Boubou et qui ont des sacs remplis et qui sont des épiciers ambulants. Ils vendent de la bouffe, des garrots, un truc comme ça. Alors du coup, étant donné que c'est pas du tout une démarche de journaliste d'investigation en fait que t'opères, c'est pas quelque chose ça qui t'intéresse pour le coup? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout ça ce qui te botte, en fait. Non, pas du tout. Non, donc vraiment, tu serais pas capable de parler de quelque chose. Enfin, est-ce que tu serais capable de parler de quelque chose que tu connais pas en fait, que t'as pas vraiment exploré? D'une histoire crade mais que tu connais pas tant que ça. Mais en même temps, faut pas se l'interdire parce que la fiction, c'est aussi d'inventer. Mais après, si tu le connais pas bien, est-ce que tu vas le faire bien? Ça, je sais pas. Hein. Moi, c'est vrai que je parle de trucs qui peuvent m'animer, que je connais, mais je suis pas sûr que ça soit obligatoire parce que autour de moi, bon, je connais pas mal d'auteurs. T'as des excellents mythos. C'est-à-dire quand je dis mythos, c'est-à-dire où tu crois vraiment le truc qui te parle, il est jamais allé foutre les pieds là-bas ou quoi. C'est juste que il te crée tellement un univers et en fait, le but c'est pas d'être forcément vrai, c'est d'être crédible en tout cas. Ouais, évidemment. Donc la fiction, t'as le droit aussi d'inventer quoi. Pour continuer sur la fiction, tes personnages se font littéralement bouffer par les lieux dans tes bouquins, que ce soit Bangkok ou le bois de Boubou. Et on sent vraiment que ces lieux prennent l'ascendant psychologique sur tes personnages jusqu'à les pousser à la folie. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'est arrivé pour le décrire si bien? Non, pas que... en fait, non mais après là si tu veux, moi c'est deux livres, donc Le Boss de Boulogne et Piprop qui était le deuxième, donc qui se passait à Bangkok. T'es dans des lieux où t'as de quoi vraiment partir en sucette si t'évolues vraiment dans des lieux comme ça. Moi j'ai vécu un peu à Bangkok, tu vois, mais je suis pas resté suffisamment pour le peu de temps que je suis resté. C'est vrai que ça m'a je me suis assez défoncé là-bas et tout, mais en soi quand tu vis là-bas, quand t'es quelqu'un de là-bas, je parle surtout dans le bois de Boubou, mais aussi à Bangkok, dans les lieux que je décris dans le livre, forcément c'est des milieux durs, c'est des milieux où il y a beaucoup de cam, il y a beaucoup de tease et tout ça, donc de toute façon ça te dégrade. Swift, est-ce que toi tu entretiens ce genre de rapports qui peuvent être un petit peu conflictuels, voire des rapports de fascination avec des lieux et notamment avec ta ville de Montreuil? Ah ouais, carrément. Après, moi, tu sais, j'entretiens souvent des rapports de fascination avec les lieux que je connais pas. Que comme il disait, que tu vas arriver, tu vas découvrir, tu vois, ça va être un concentré pour une semaine ou deux de un peu tout. Mais moi, j'aime bien, tu vois, moi, je prends plus une claque avec les lieux que je connais pas comme ça. Moi, je pense qu'il y a des lieux comme ça il vaut mieux vivre comme ça sur une petite durée plutôt que y vivre, tu vois. De manière plus intense, quoi. Voilà, donc Montreuil, c'est mon port d'attache, tu vois, c'est là où j'ai mon petit équilibre. Mais les lieux où je vais le plus vibrer, ça va être plus je vais loin de Montreuil, plus je vibre, quoi. Et tes dernières vibrations, c'était où, par curiosité? Pas loin, en Malaisie, Singapour. Oh, c'est juste à côté, ça. En Indonésie. Non, pas loin de la Thaïlande. La dernière, c'était en Martinique. Et franchement, j'ai kiffé ma race en Martinique. Bien sûr. Ouais. Pour conclure cette interview de Zarka, dans Paname Underground, donc ton prochain bouquin à paraître en octobre, si je me trompe pas. Le 19 octobre. Donc c'est vraiment une plongée dans l'underground de la capitale. Est-ce que tu peux nous lâcher quelques spots? Alors en fait le premier chapitre il se passe dans la rue Saint-Denis au Love Hotel. Donc le Love Hotel qui existe, qui est un lieu qui existe vraiment. Je parle aussi de la colline, c'est la colline de Porte de la Chapelle, donc qui est le bidonville détox. Il y a une backroom qui est à Montparnasse, qui est celle qui a inspiré celle dans Irréversible, c'est-à-dire le Rectum. T'as des spots, t'as Belleville, en vrai t'as plein de spots de Paname. Il y a 28 chapitres et c'est à chaque fois dans des spots différents, donc tu pourras le découvrir. Mais je fais découvrir comme ça des spots dont on connaît assez peu de choses, quoi. Et est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un livre rapporté à un territoire encore comme ça, mais dans lequel le personnage, au lieu de se faire complètement bouffer et puis de se faire limite annihiler, ou en tout cas d'évoluer dans un décor extrêmement sombre, évoluerait en fait beaucoup plus simplement dans un décor clair, ou alors c'est les ténèbres qui t'intéressent beaucoup plus, qui te font plus vibrer? C'est vrai que en fait il y a deux choses. Mon écriture, soit elle est très noire, et c'est vrai que je suis intéressé plus par ça, soit elle est au contraire humoristique et foutraque, même si ça reste tout le temps assez trash quand même, tu vois. Ouais, non mais tu vois, je pense au mec de l'Underground, donc qui est le nom de mon blog. Tu vois que là c'est de la bande dessinée, quoi. On est vraiment dans des pieds nickelés, mais je suis plutôt attiré par les histoires assez sombres. Je fais du roman noir, quoi. Ouais, bien sûr, ok. À découvrir très bientôt dans Paname Underground. Merci. Aux éditions Goutte d'Or. Yes. Merci Zarka. On va tout de suite s'intéresser à un autre aspect de la territorialité du hashtag territoire à travers la parole et l'art de Taf de l'Armature. On écoute tout de suite un extrait.
Je reste dans l'ombre, je suis pas de ces gens qui font de grands gestes et mentent. Devant d'une photo de rose qui sent l'excrément, je pense avec nostalgie à l'époque des jeux Mega Drive. Si je t'apporte un grec en garde-à, c'est pas pour te mettre à table. Alcool et joute verbal, dans le Clio ta tête shoot l'airbag. On trinque au sky en fraudant le train corail. Quand y a plus de 10, ça parle mal comme une pute d'internat. On provoque l'avalanche pour boire le tonneau du Saint-Bernard. La vie ne tient qu'à un fil, Nick Valanda. La mif n'attend pas, même pour une meuf parfum ni va mandat. À part 2-3 dans le rap, les mecs sont pas de taille et font tiep. Avec le QI de Bataille et Fontaine, pour 4 sous et 10 feuilles, ça casse toutes les petites gueules. J'invite Petit Renault à partager mon cas sous les Lidl. Avant que tu me cherches des poux, je parle de me faire un shampoing. Mon 16 c'est un ado ken, quart de cercle avant-point. Parfois je fais tâche comme un thé foireux dans un Bermuda blanc. Ta femme permutamment, résultat elle a perdu sa langue. N'oublie pas que tout est réfutable, même les tests réfusards, on s'assoit près du diable et on vide des verres brutalement. Parfois je fais tâche comme un thé foireux dans un Bermuda blanc. Ta femme permutamment, résultat elle a perdu sa langue. N'oublie pas que tout est réfutable, même les tests réfusards, on s'assoit près du diable et on vide des verres brutalement. Le luxe se définit par un kefta et une pelle forte chez le turc. Je serre la main d'un keuf après m'être torché le cul. Je vais en boîte s'il y a une taille et que c'est ton sauce qui paie. Je suis l'employé du mois pour tous les pêcheurs de ton saut piqué. Ça fait un fils de pute de plus si ta podcast s'enlève. Dès que je pars en freestyle, tu veux le podcast en wave. Vu ma vie décousue, je fais dans l'événementiel. Gérer mes envies de meurtre, voilà ce que les femelles m'enseignent. Je trouve pas ma place, j'emmerde cette France laïcarde et les Kaira de Châtelet. J'y passe que pour prendre la ligne 4. Y'a plus de grands débouchés, dur d'avancer sans trébucher. J'ai tout raté, y'a pas une clé à la ceinture d'André Boucher. J'écris beaucoup et j'écoute rien pour que ça dise pas que je pompe. Avant ce projet, j'avais déjà un sac qui se pack de son. La violence est partout, ils peuvent fermer au griches rotaines. Quand je vois les lois, je me demande bientôt à quoi m'obligeront-elles. Parfois je fais tâche comme un thé foireux dans un Bermuda blanc. Ta femme permutamment, résultat elle a perdu sa langue. N'oublie pas que tout est réfutable, même les tests réfusards, on s'assoit près du diable et on vide des verres brutalement. Parfois je fais tâche comme un thé foireux dans un Bermuda blanc. Ta femme permutamment, résultat elle a perdu sa langue. N'oublie pas que tout est réfutable, même les tests réfusards, on s'assoit près du diable et on vide des verres brutalement. Ok, donc on vient d'écouter Loin, un extrait, l'extrait Loin donc de Taf de l'Armature. Sur le projet Tohu Bohu, qui est sorti l'année dernière, c'est ça ? Janvier 2016. Janvier 2016. Et que t'as mis pas mal de temps à mettre en place, je crois, d'après ce que j'ai compris. Ouais, bah moi je suis tout seul. Hein. Je suis en indé, c'est plus de l'indé, tu sais, c'est moi et ma chambre. Tu vois. Ouais. C'est encore pire qu'un dé, ouais. Du coup, en 4 ans, c'était ça la conception de l'album. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand j'avais le temps, je faisais un son, il y a 20 sons, donc j'ai mis 4 ans à le faire. Voilà, donc non sans investissement, mais tu étais vraiment un passionné, t'as pas eu une démarche staccanoviste pour cet album. Ah non, je peux pas faire ça. Je fais ça quand j'ai envie. Tu vois. Alors, du coup, toi, si la chose la plus intéressante par rapport à la notion de territorialité qui se rapporte à ta personne, c'est l'exploration urbaine. Donc déjà, tout simplement, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est l'exploration urbaine pour ceux qui connaîtraient pas ? Bah, moi je résumerais ça simplement, c'est tu vois un truc abandonné, tu rentres et après... Et après tu vois. Tu fais ce que t'as envie d'y faire. Alors ouais, il y a parce que l'exploration urbaine c'est un terme qui commence à être un peu usiné. On entend souvent parler d'urbex. Ouais, voilà. Toi, comment tu te places par rapport à ce mouvement-là ? J'aime pas, je me revendique pas dans l'urbex et je trouve que c'est de la merde. Je suis pas là-dedans. D'ailleurs, j'ai une petite page Facebook qui marche plutôt bien pour un truc. Il y a pas une seule fois le mot urbex. Moi je suis pas un urbexer. Excuse-moi, en fait c'est quoi l'urbex alors du coup tu sais, c'est la contraction de exploration urbaine, urban exploration, je sais pas quoi, et c'est tout un mouvement. Ah oui d'accord, mais toi ce que tu rejettes c'est justement le mouvement, c'est le côté on fait part. Ouais d'accord, c'est le côté démocratisé. En fait, les mecs ont mis des codes, mainstreamisé, c'est rempli de codes et de trucs, et moi je suis pas du tout. Ouais. Et donc ta page s'appelle Visite Sauvage, qui est une façon finalement plutôt poétique d'appeler ta démarche. Donc on voit que t'es rappeur quand même. Ouais. Non, mais c'était aussi pour mettre une petite quenelle aux urbexers parce que j'aime pas. Qu'est-ce que t'aimes pas chez les urbexers ? Je suis sûr que je mettrais urbex sauvage, j'aurais 4000 vues de plus, enfin 4000 adhérents de plus à ma page. On vient quand même du hip-hop, un milieu très codifié et pas toujours simple. Alors on a un peu du mal à croire que des mecs qui se baladent avec un sac à dos puissent être si codifiés. Qu'est-ce qui te bloque là-dedans ?
Non, je sais pas, déjà c'est une activité, enfin on a tous fait ça se trouve même nos grands-parents ils faisaient ça, tu vois une maison abandonnée, tu rentres et tu tapes une soirée dedans avec tes potes, enfin il y a rien de révolutionnaire là-dedans. Et les mecs qui se sont accaparés ça en mettant des termes sur tout, des étiquettes sur tout et en disant faut surtout pas donner les adresses quand tu postes tes photos, il faut changer le nom de l'endroit et changer le nom du truc et enfin tu sais ça veut plus rien, pour moi ça rime à rien. En fait ils l'ont dénaturé en voulant le protéger, en voulant plus que le protéger, en voulant le rendre inaccessible en le gardant pour eux. Ouais, alors que pour toi il y a beaucoup de partage en fait là-dedans. Ouais, carrément. Ouais, bah c'est et en fait je pense que au départ la démarche elle part d'un bon raisonnement, d'un bon sentiment, mais après les mecs qui sont arrivés derrière ils en ont fait ouais bien sûr, voilà, ils sont appropriés, ils ont codifié le truc au max et tu peux plus rien faire. Ou pareil les mecs c'est des mecs qui font de la photographie pro avec des appareils à 5000 €. Moi j'ai un appareil numérique à 200 balles, tu vois. Ouais, bien sûr, et que tu utilises pas. Elles sont pas urbex parce qu'elles sont pas belles, elles sont pas retouchées 1000 fois, je sais pas quoi. Et comment tu trouves un lieu, comment tu découvres un lieu? Bah, au départ c'était vraiment par hasard ou des trucs bouche à oreille, puis après on est tellement rentré dedans qu'on s'est mis à chercher des lieux. Du coup ça peut être Google Maps, ça peut être en tournant en voiture dans des coins en province ou enfin dans des coins un peu à la campagne ou quoi, tu vois. Ouais, c'est un investissement. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des différents types de lieux que t'es amené à visiter? Ce qui te plaît, ce qui te plaît pas? J'ai tout fait, je fais des trucs classiques, autant des maisons, des manoirs, des châteaux abandonnés, des hôpitaux, j'ai fait du militaire, des bases militaires, j'ai fait un aquarium abandonné, une boîte de nuit. Il y avait encore les requins apparemment. Ouais, il y avait tout sauf les poissons. Cimetière d'avion, t'as fait? Cimetière d'avion, non, j'ai fait des avions perdus dans des champs, des trucs comme ça. Et ancienne station de métro, je sais pas, t'as pas de je sais pas si tu l'as dit. Bah mais... ça part un peu de ça, parce qu'à Noisy justement, il y a un gros scandale quand Swift il parlait de Montreuil, une des villes les plus endettées d'Île-de-France ou de France, je sais plus ce que tu disais. Mais Noisy c'est pareil, ils ont eu un gros scandale avec un métro qu'ils ont construit en dessous de la gare dans les années 90 et qui a jamais fonctionné. Et du coup on a un métro fantôme à Noisy-le-Grand. Et c'est hardcore ça pour y aller ou pas? Parce que j'ai déjà entendu que c'était le plus compliqué pour aller dans les trucs abandonnés, c'était les anciennes stations. C'est ultra simple, appelle-moi. Ok, ça marche. Bah, c'est noté alors. Non parce qu'en fait faut juste savoir où est l'entrée, mais tu sais t'as un trou en fait, donc c'est pas évident à trouver quand tu connais pas la ville, mais enfin les gens ils essayent tous d'y passer par la gare RER et c'est super compliqué. Je confirme, moi je suis allé faire une petite visite sauvage avec Taf l'année dernière je crois, hein. Et c'est un petit trou, une sorte d'ascenseur un peu pété. Tu marches sur les voies et puis le lieu est vraiment cool, hein. C'est vraiment sympa à faire. On a fait une belle soirée. On s'était fait une belle soirée, ouais. On va pas en dire plus. Mais du coup en fait ta démarche dans l'exploration urbaine c'est exactement la même que dans le rap quoi. Ouais, c'est une démarche vraiment à l'arrache, tu te laisses aller, tu fais ce que tu veux. Je marche vraiment à la passion, tu vois. Tant que ça m'amuse, je vais le faire. Je vais mettre même limite être obsédé par ça, tu vois. Là des explos depuis 2 ans, j'en ai fait plein. Le jour où j'en ai marre, je fais plus. Puis après, si ça revient, je le refais. Tu vois, et puis ça passera peut-être sur autre chose. Ouais, tout à fait. Hein. Évidemment. Exactement. Ta démarche, tu la considères historique, vandale, esthétique ou c'est du voyeurisme? Parce que tu me parlais quand ça t'arrive de faire des maisons, donc tu me parlais d'une petite vieille qui était morte il y a pas longtemps et d'aller visiter un peu ce qui se passe chez elle. Ouais, je sais que ça dépend de l'endroit en fait. Hein. Moi j'aime tout, tu vois. Si c'est beau, je trouve ça assez esthétique. Si c'est un peu un si c'est chargé d'histoire, voilà, tu trouveras ça historique. Et après si c'est un truc, la dame elle vient de décéder, elle est en train de elle est encore allongée dans la cuisine, ça peut être un peu glauque ou pervers, tu vois. Mais ça reste peut être intéressant quand même, tu vois. Et est-ce que tu recherches une sensation spéciale quand tu fais ça? Tu recherches un genre de sensation où tu te laisses aller, tu le fais et puis tu vivras ce que tu vivras? Ouais, je me laisse aller. Après les sensations, t'en as plein. Ça peut être un peu, il disait l'adrénaline, c'est vrai. Parfois t'as peur, parfois tu... Enfin, il y en a plein. L'émerveillement, je suppose. La liberté aussi. Liberté. Ouais, la liberté. Puis se dire que, nous, la société, elle est vachement restrictive. Du coup, là, tu reprends un peu tes droits sur des endroits. Au final, s'ils sont à personne, ils sont à tout le monde, tu vois. Ça me fait penser, notamment, on en avait un peu parlé, notamment au parcours ou dans une certaine mesure au graphe. Ce sont des disciplines qui sont en pleine expansion. Est-ce qu'on peut, selon toi, parler d'une certaine réappropriation de l'espace urbain? Ouais. Est-ce que tu peux... C'est clair. C'est clair. Tu peux développer? C'est ce que je te disais là, tu sais, moi je sais pas, moi ce qui me fait rire c'est que des fois t'as des lieux, ils sont abandonnés depuis 10 ans mais il y a encore des alarmes ou des gardiens ou des trucs qui vont payer une société de gardiennage.
Mais si c'est abandonné depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils payent des gardiens, je sais pas ce qu'ils gardent. Enfin, si encore derrière il y a un projet de réhabilitation ou quelque chose, je veux bien, mais quand il n'y a rien, autant laisser ça à l'espace public et que les gens ils viennent s'y amuser, qu'ils viennent, ça fait des bons spots pour les graphes. C'est les héritiers qui s'embrouillent dans ces cas-là, non? Enfin, à mon avis, quand t'as un truc. Après, t'as des types de lieux publics. Tu sais, t'as des grands hôpitaux par exemple, des trucs, ça a dû coûter des millions pour les construire. Et ça, t'as des trucs, t'imagines même pas, des trucs énormes qui sont abandonnés. T'as encore tout dedans, t'as encore des machines de radio, des trucs qui pourraient les envoyer dans des pays pauvres ou j'en sais rien, non, ils les laissent pourrir dedans. Et c'est payé avec nos impôts en plus. Et c'est payé avec nos impôts, tu vois. Et en plus, t'as même pas le droit d'aller dedans, tu vois. Tu te fais serrer dedans, ils vont te dire que c'est un truc, mais l'État il en fait rien. Mais voilà, donc, quand tu parles de gardiennage, de mise sous alarme, etc., du coup, c'est-à-dire que c'est des trucs qui sont encore gardés. Du coup, il y a des. Ça coûte cher le gardiennage, ça coûte cher. Et puis, dans ce cas-là, rasez-le ou je sais pas, ou faites quelque chose avec. Mais ouais, bien sûr, reconstruisez ou juste laissez le pour des raisons de sécurité aussi. Ouais. Je pense que t'as la sécu et maintenant t'as de plus en plus le phénomène des migrants, quelle que soit leur origine, mais parce qu'ils ont peur que des gens, maintenant t'as des gens qui vont vite à s'installer, toute une famille ou tout un groupe. Et il y a beaucoup d'endroits qui sont gardés que pour ça, parce que nous ça nous arrive de tomber sur des gardiens et quand ils voient ces 3 mecs qui font quelques photos ou qui se posent dans les salles, mettent du son, ils s'en foutent en fait, ils nous disent ouais restez mais faites pas trop de cassez rien, volez rien. Et dans le cas tu nous disais tout à l'heure que tu avais fait déjà des bases militaires. Dans ce cas-là, je suppose que c'est un peu différent quand même. C'est complètement différent. Et puis tu peux nous raconter une petite session sur une base militaire T'as une anecdote sympa? Non, une fois, il y a une base, je m'en fous, je la cite, je suis pas urbexer. On n'est pas à la radio. elle est à, je sais pas si vous connaissez, en fait, à Étampes, au bord de la Nationale, t'as 2 bases militaires, t'as le camp de Mont-Désir où le GIGN il s'entraîne, et l'autre côté, t'as une deuxième base aussi qui était une base aérienne, je sais plus quoi, elle est assez magique au niveau architecture. T'as un grand hangar, ça fait vraiment truc de X-Files, mini zone 51, tu vois. Et une fois avec un pote, on était dedans la nuit, donc on avait les lampes, on s'est fait cramer depuis la route et du coup ils nous ont envoyé une bagnole, mais nous on était à l'intérieur avec nos lampes comme des cons. Et genre le mec il s'arrête en plein phare devant la grille, il sort, il a les clés, il ouvre la grille. Là on a fait c'était un peu chaud parce que en fait surtout le truc il est encore fermé bien sûr, t'as des grillages avec des barbelés partout tu vois. Et t'as des panneaux d'avertissement avec des articles comme quoi c'est direct du pénal, enfin tu sais c'est militaire. Surtout que bon c'était il y a pas si longtemps, du coup on était déjà dans le climat actuel de terrorisme et toutes ces conneries tu vois. Et tu connais exactement. On s'est dit ça va être sale tu vois, du coup en fait on a coupé les lampes, on est parti dans le sous-sol, on a rampé sur des trucs machin, on est rentré là où on serait jamais allé, juste pour que le mec il ne retrouve pas tu vois. On a passé 2 heures sur un espèce de machin de clim énorme là, qui marchait plus bien sûr. On a attendu et puis au bout d'un moment on s'est dit bon il doit être parti, mais on s'est dit si on sort on tombe nez à nez avec lui, si c'est un militaire, ce qui devait être le cas vu qu'il avait les clés de la grille tu vois. On s'est dit ça va être. Et là par exemple tu connais les risques que t'aurais encouru si t'avais chopé? Non, pas du tout. Je préfère pas savoir. Ouais bien sûr. Et ce serait pas intéressant juste même ne serait-ce que pour toi de savoir avant d'y aller ce qui se passerait si je sais pas au niveau de la loi, au niveau de la justice, ce qui se passe si t'es chopé, ce qui peut t'arriver. Après moi je me suis fait choper dans plusieurs fois et en général le maximum c'est des gardes à vue. Après moi je vole rien, je casse rien, je tague pas non plus donc après bien sûr tu dégrades rien quoi. Non, tu laisses le lieu intact. Pas grand chose à part je sais pas, j'ai troublé le calme du lieu, enfin je sais pas comment ils appelleraient ça au niveau juridique mais ouais bien sûr. Quels sont les lieux qui t'ont le plus marqué notamment sur Paris et sa région? Je sais pas, le SK t'as vu c'est donc le SK j'y reviens parce que c'est vraiment le truc de Noisy, en plus c'est là depuis les années 90, c'est quand même assez voilà, après sur Paris et sa région. Après, si tu prends la région, l'Île-de-France, c'est 78-95, t'as plein de trucs, hein, t'as des manoirs, t'as des. Plus tu vas loin, et en général, moins c'est dégradé. Tout ce qui est trop proche de Paris, c'est éclaté. Et Zarka, toi, on parle de ça, l'exploration urbaine, de tous ces lieux un peu fantômes. Toi, ça t'intéresserait pas potentiellement d'écrire un bouquin qui prendrait place en fait dans l'exploration de ces lieux là. Là, ça pourrait faire une vraie base de. Ouais, mais après, bouquin. encore une fois, je raconte quand même ce que je connais. Je vais pas spontanément un truc, mais c'est vrai que ceci dit là pour le coup, ça vaudrait le coup de le faire parce qu'à mon avis, il y a vraiment des univers. En plus, ça doit être vraiment des codes complètement différents d'un endroit à un autre. Moi, je connais comme tout le monde, je connais que les katas, tu vois, en mode pour taf, c'est que dalle, tu vois. Mais déjà quand même, c'était assez surprenant la fois où je l'avais fait et tout. Ouais. Mais si, c'est vraiment, il y a vraiment un bouquin à faire là-dessus, ça j'en suis sûr. Moi j'ai fait les katas, je suis descendu 4 fois je crois. Et à chaque fois c'était avec quelqu'un qui connaissait parce que tu te perds trop facilement. Cet aspect-là, moi j'ai pas trop aimé parce que j'aime bien, j'ai ma petite équipe, j'aime bien faire ça avec mes potos et tout, ça me fait chier d'être dépendant. Mais en plus, toi qui aime pas qu'on dise urbex ces trucs là, t'es en plein dans le truc hyper codifié, les katas, les trucs qui tout. Et encore, moi je suis descendu il y a vraiment quelques années. Apparemment, je parlais avec des mecs qui y vont, c'est de pire en pire.
Ouais, bah, T'as des mecs de 12 ans, ils sont là-dedans, ils se baladent. T'as d'autres gens, ils viennent faire des soirées. Ça se sert démocratise, plus à grand chose. Moi, je suis souvent descendu aussi dans les katas et c'est vrai que ça fait quelques années, je pense à la même période que toi. Et là, la dernière fois que je suis descendu, ça fait moins d'1 an. C'était un vendredi soir et j'ai croisé autant de gens que dans le Faubourg Saint-Denis. Quoi. C'est après, t'es passé peut-être par l'entrée, parce que moi en fait, je suis passé 2 fois par le 15-5. C'était calmos, tu vois, mais bon, ça reste, tu vois qu'il y a eu du passage, quoi. Tu vois, il y a des bouteilles, il y a des graves de ouf et tout. Tu vois qu'il y a du passage, quoi. Swift, là, c'est sûr que quand il me parle de manoir et tout, ça a l'air trop chambé, quoi. Ça, c'est clair. Swift, toi, les catacombes, ça te tente, tu les as faites En mode touriste. En mode touriste. Là où tu payes. Ah ouais. Là où tu payes ton entrée. T'es jamais descendu dans le circuit interdit? Non, j'ai fait les espèces de bâtiments de l'EDF un peu abandonnés là dans Paname. En fait, tu sais, nous les rappeurs, c'est un peu, on est un peu aussi des explorateurs parce qu'on cherche des spots pour faire des clips. Mais le problème, c'est que tu vois, dès que les lieux, dès que les adresses elles se communiquent à droite à gauche, tu reviens et tout est vandalisé. Alors avant les graffitis, j'adorais ça, mais quand c'est dans le cadre d'un clip, je suis un peu comme Taf et j'aime bien quand c'est préservé. Ouais, normal. Mais donc c'est vrai que là la dernière fois pour trouver un bon spot, on a dû aller en Belgique. Ah ouais. Voilà. T'es allé où? Parce que je connais bien ça. Vers Bruxelles. Alors les quartiers quoi, exactement. On était dans une espèce de friche un peu désaffectée. Mais voilà, après, il suffit de bouger, comme il dit, tu t'écartes un peu de Paris, tu trouves des trucs magiques. Hein. Bah écoute, si tu cherches de l'esthétique pour des clips, n'hésite pas à aller sur la page Facebook de Visite Sauvage. Il y a un très gros catalogue. Il y a beaucoup de personnes il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, et je lâche pas facilement les lieux, parce que comme tu dis, il y a des trucs, c'est un peu égoïste, mais j'ai pas envie qu'il y ait un mec qui fasse un clip de merde dans un lieu que j'aime trop, tu vois. En plus, je sais pas qui va ramener ce qu'il va y faire, mais après, je me demande. On est quand même sur une bonne référence. Voilà, c'est ça. Sinon, je peux faire confiance. Tu connais Daddy Park en Belgique, c'est carrément tout un parc d'attractions. Ils l'ont rasé, ça. Ils l'ont rasé. Tant pis, ce sera pas pour le prochain clip. Ce sera pour la prochaine session, puisqu'on va tout de suite passer sur notre petit freestyle. Donc on va laisser les rappeurs s'exprimer et Taf s'exprimer en musique. Ok. On vous lance l'instru tout de suite. So sweet, so very. So sweet, so very. Yo. L'encre a coulé sous les ponts, je nettoie mon abyssal. Moi je suis tellement touché le fond, je suis comme ce poisson abyssal. J'ai mon cerveau mes 10 doigts et je compte les mettre en valeur. Depuis que j'ai brisé ce miroir, je compte les 7 ans de malheur. C'est le revêt de l'apéro, amigo, je sais que c'est ça que t'adores. Je te refais la déco mais je remplace Damido par Dark Vador. Une attraction pour les stupes, toujours collé à ton derche. À part ta mère c'est toutes des putes mais tu connais pas ton père. La tête est troublée, l'aiguille s'apprête à trouer la veine. Tu cherches quelqu'un, t'auras plus de mal pour te trouver toi-même. Moi je veux une femme à lunettes avec un cul d'opticienne. Big up à Incha Altarba pour leurs instruments dipiennes. Je vois de la fesse à perte de vue. Elle a le dos tellement cambré qu'elle se gratte la tête avec le cul. Je suis dans l'export-import et je n'y arrive pas. J'essaie d'être un peu moins fort mais je n'y arrive pas. Ok. Ouais. Ok. Paraît que le mystère de la vie n'est qu'une histoire de temps et d'amalgame vu qu'on éjacule les pistes par le gland. Du mal à fermer l'œil, je me lève, des potrons minés. Je laisse des trous dans tous mes textes en hommage aux potes qu'on y met. Ça devient casse-pied, de gaspiller. Fin de soirée, on remplace ta bouteille dans la glace pilée. J'ai grandi mal, entouré par les murs de cité. Je viens régurgiter de très dures idées. Je regarde tous ces visages défaits qui rentrent de leur journée merdique. Effet placebo, car ce soir c'est ma tournée de verre vide. Les signes de la fin des temps, ça fait 5 ans que je les sens. Rien qu'en décembre il neige mais c'est incandescent. Au détriment d'être immense, je deviens déprimant. T'auras que l'idée du prix de la pute à l'allure des clients. Paranoïaque, j'ai l'impression que l'état me dévisage. J'écrirai des rimes post-mortem via des tables de Ouija. Yeah. On continue ma gueule. Ok. Alors c'est parti. Yo. La vie assaisonnée au shit avec la tête enfumée. Moi j'ai assez donné aux autres qu'ils aillent se faire enculer. Parce que je peux pas voir les étoiles avec ce ciel embrumé. Tire à t'épiler les sourcils après ta séance d'UV. Y'a rien de grave à part ces verres de liquide alcoolisé. J'ai joué avec le feu et puis j'ai fini carbonisé. On va tous les corriger pourvu qu'ils n'achèvent de là. Parce que leur flow est non potable, ils feront de l'aquapera. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule à part l'odeur de cet after. J'ai la beubarre taillée avec ses 4 ou ses 4 heures. Et puis c'est ça tous les quarts d'heure. J'ai une lueur dans les yeux. Ne me cherche
Je sais pas, non je n'ai pas peur, je suis d'une humeur cancéreuse. Y a des journées de merde et y a des nuits torrides. Marre de manger des raviolis puis Tony. Rien de grave pour l'instant, on descend une petite bibine. J'ai le diable au corps alors j'attends la justice divine. Quand je sors de la cage d'escale, je suis de ceux qui marchent en crabe. Avec Skyrock, je m'attends même à ce que Guy marche en rap. Les couilles pleines, je cherche une carte, sur adopte un mec, je fais ce rap, pas homophobe. Pour pas béton à cause d'un dep. J'avance vers mon destin alcoolisé dans l'idée night. Je suis pas le gendre idéal, moi je te le jure sur la vie de mes Nike. Je suis bourré avec Miro et Rabat. Achète un gyro, c'est Laval ou danse avec une petite grosse et la droite. Touche pas au subutex ou c'est le décès surprise. Jamais déçu du texte quand j'écoutais c'est subtil. Une grosse équipe infréquentable comme Robert Forisson. Écrit à perte d'horizon, des rimes aux airs polissons. Je veux devenir bordophile, pas scientologue. On va te retrouver porte Dauphine ou assis en Pologne. Sous Sky mon rap, pas des soucis d'haleine de barge. C'est pas là je trouve parti, mais les droguistes d'Alex Delarge. Piqué dans le bras, Amstram, gram, j'kiffe trop les femmes. Bourré, ratatine, et l'état pourrait m'assassiner. Si tu voulais me baratiner, j'ai des couples et carabines. Et oh, toucher, couler, la vie, la mort, c'est dur de faire le choix. Sous le pont d'Avignon, Barney crève de froid, maman les petits bateaux. Derrière eux, y a comme une marée noire, c'est tellement pollué chez moi qu'on ne peut même plus voir d'étoiles. Aïe, c'était le freestyle. Si, Swiftgad, taf. Aïe. Big up à Zarka, bien sûr. Big up à Zarka. Un petit slam. Le slam pour toi ça doit être comme l'urbex pour lui, non? Ah voilà. Ouais c'est vrai. Bon on a bien fait le tour de cette notion de territoire qui est parfois fascinant, parfois banal. Le territoire se réinvente en permanence pour le meilleur comme pour le pire. Il reste tout de même une source d'investigation et d'exploration inspirante pour n'importe quel artiste, comme les trois que nous avons ici présents nous l'ont prouvé. Donc messieurs, merci à vous trois. Donc merci, on répète les blazes, Swiftgad de Montreuil, Zarka d'un peu partout, et Taf de l'armature et des lieux abandonnés. Retrouvez donc nos invités, leurs réseaux sociaux sur le site de Radio Campus. Et avant de vous quitter, on va faire un petit remerciement à nos partenaires, à savoir le site Le Rap en France. Léo, je vais te laisser présenter peut-être rapidement. Yes, Le Rap en France, donc qui nous fait le plaisir d'être partenaire sur l'émission Hashtag. Donc c'est un site qui, comme son nom l'indique, ne s'occupe que du rap français et qui essaye autant qu'il le peut d'en traduire tous ces aspects et d'en parler aussi largement possible. Ainsi que les éditions Goutte d'Or et leur ambassadeur du jour, Johan Zarka. Est-ce que tu veux dire un petit mot peut-être sur les éditions Goutte d'Or et nous présenter ce que c'est? Ouais, alors les éditions Goutte d'Or, c'est né il y a maintenant... ça existe depuis le mois de février et en fait on édite de la littérature d'immersion, c'est-à-dire on sert moi je m'occupe de la fiction, donc en fait les histoires, les trames, les intrigues sont un prétexte pour raconter des univers. Donc je raconte Panama Underground dans le prochain, et sinon il y a eu deux livres déjà qui sont sortis. Steak Machine qui racontait un abattoir, et On ne naît pas grosse qui est une fille obèse qui raconte un petit peu comment elle vit quoi. Des sorties qui font beaucoup parler d'elle, ouais, et en très très promo, bien, en très bien dans toute la presse. Donc on vous félicite pour cette démarche et pour les excellents supports que vous sortez. Et j'étends naturellement le compliment à nos deux autres compères. Avant de se quitter, vous connaissez le concept de l'émission, un hashtag, un mot, un débat, et on aimerait bien vous demander à chacun un petit mot, un petit hashtag qui sera sans doute le débat de la prochaine émission. Taf de l'armature, est-ce que t'as un mot à nous lâcher? On te prend un peu au dépourvu sur ce coup-là. Franchement, j'ai pas réfléchi. Bon, on va commencer par Zarka alors. Hashtag Panama Underground. Ah, ça c'est deux mots, hein. Allez, on accepte. On accepte. Swift. Hashtag Pulsion. Pulsion, très bien. Et Taf, est-ce que t'as eu le temps de réfléchir un petit peu? Non, je sais pas, j'ai pas de... Bon, on prendra je sais pas alors. On prendra je sais pas. Je sais pas. Ça marche. Bon, bah messieurs, merci encore. Et un petit mot de la fin si quelqu'un en veut rajouter un. Pour clore tout ça. En tout cas, merci, c'était une émission cool, intéressante. C'était intéressant de parler d'autre chose que de purement de musique ou de notre travail. Yes. Là, c'était bien de parler de nos territoires aussi, je trouve ça cool. Mais merci du compliment. Oui, on voulait faire quelque chose, c'est le concept de l'émission, c'est de parler de rap, en tout cas de parler de rap mais différemment, ne pas faire que de la promo, que les feats c'est avec qui. Exactement. Et sous le prisme de vos arts respectifs qui sont encore une fois très intéressants et majeurs à découvrir. On vous remercie tous et on se retrouve le mercredi 9 août pour un nouvel épisode d'Hashtag sur Radio Campus. Merci. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture. D'analphabète. Tu nous as pris pour des Roumains, toi, espèce de pute.
check it out. Hip hop and the history of hip hop.